Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. C'est la plus grande vague migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale, un mouvement de population historique. La Suisse accueille des migrants issus des pays en guerre, des pays où les libertés et les droits fondamentaux sont bafoués, des pays qui vivent des catastrophes naturelles. Ces personnes arrivent souvent avec des problèmes de santé comme des troubles anxieux, des stress post-traumatiques ou des dépressions. Ils ont aussi, comme les Occidentaux, des pathologies chroniques du métabolisme, comme le diabète ou les problèmes liés à l'hypertension ou au surpoids. Les problèmes de santé sont très hétérogènes pour cette population vulnérable qui mérite des soins équitables. Mohamed Al-Obaidi est arrivé en Suisse le 26 janvier dernier avec sa famille. Il vit dans le centre d'accueil des migrants de B. C'est la première fois qu'il rencontre le docteur Jérémy Blazer au centre médical situé juste à côté. Il est accompagné par une traductrice et une infirmière spécialisée qui a déjà vu le patient une fois auparavant. C'est la première fois que je rencontre monsieur. J'ai un petit peu pris connaissance, j'ai vu qu'il était déjà venu ici, il a déjà vu un de nos collègues installés dans le village. Déjà juste par rapport au nouveau traitement qu'on lui a instauré pour le diabète, comment ça se passe ? Alhamdulillah wa shukran. Ça va bien. D'accord. Non. D'accord. Donc finalement ça a l'air de se passer plutôt bien. L'infection des poumons va mieux, le diabète, les médicaments ça se passe bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'il aimerait qu'on discute aujourd'hui ? En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je dois monter, pour arriver à monter les escaliers et descendre, j'ai des douleurs, j'ai mal. C'est vrai que la nuit, je prends le calmant, ça va, mais à chaque fois que je dois monter ou descendre les escaliers, j'ai mal. Mais les douleurs qu'il ressent, c'est suite à un accident, c'est suite à quelque chose ou si c'est venu comme ça. كيف بدأ عندك الآلام هاي اللي بتظهروا يعني بعد حادثة بعد نعم. لحقوني رموا علي رصاص صار حادث. En 2006 en Irak, il y a eu ces guerres intercommunautaires, puis les sunnites ils étaient pourchassés. Et une fois, j'étais dans la voiture, ils m'ont poursuivi, ils ont tiré des balles et il y a eu cet accident contre une autre voiture. C'est un accident, d'accord. Mohamed Al-Obaidi a fui l'Irak avec toute sa famille. Il a traversé plusieurs pays avant d'arriver ici. Demain, les enfants vont commencer l'école. Lui et sa femme apprendront le français. والله حبيبتي روحي يلا روحي ماما روحي يا ماما. This my house. My home. C'est ma maison. C'est bien. It's good. En Serbie, en Macédoine, ce n'était pas bien. En Suisse, c'est bien. J'ai la télévision, un lit, un réfrigérateur avec de la nourriture. Sleep. No problem. I am too hungry. J'ai de la nourriture, j'ai ma famille. C'est beau. C'est beau. Good, Ivan. Good, Ivan. It's beautiful. صالي يعني خافين على مستقبلهم. Nous avons fui l'Irak pour cette raison. Les militaires ont menacé mon fils Mossab et moi-même, juste parce qu'il s'appelle Mossab, et j'ai peur pour mes enfants. En plus, il n'y a pas d'espoir pour les enfants là-bas, et j'avais peur pour leur avenir. Par exemple, les militaires peuvent nous arrêter à tout moment dans des checkpoints. Ils peuvent demander le nom de mon fils, ils peuvent le prendre et le tuer.
peu importe son âge. Il tue des jeunes de 13, 14, 16 ans. Quand il nous demande notre nom de famille, il voit qu'on s'appelle Al-Obaidi. Et ça veut dire qu'on vient d'une famille sunnite. Alors, il y a un risque. La Suisse, c'est le pays à l'origine des droits de l'homme. Il n'y a pas de meilleur endroit pour recevoir des soins et pour être reconnu comme un être humain, avec des droits et avec respect. C'est à cause de ça que nous sommes venus en Suisse, pour demander l'asile. Nous ne nous sommes pas arrêtés en Serbie, ni en Macédoine. En Autriche non plus. Ils ont essayé de nous garder, mais moi j'ai refusé. J'ai insisté pour venir en Suisse, pour les droits de l'homme et surtout pour les enfants. Ici, il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon, et surtout pour leur avenir. Par exemple, je souhaite que mon fils devienne docteur, et ma fille aussi docteur. En Irak, non, c'est pas possible. Mais en Suisse, oui, c'est possible. L'Europe fait face à la plus grande crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de personnes selon le Haut Commissariat des réfugiés. Les dispositifs médicaux ont dû s'adapter, en Suisse également. Dans un premier temps, les personnes sont triées rapidement pour déterminer s'ils font face à une urgence. Puis dans un deuxième temps, ils seront dirigés vers une structure adaptée. On a établi un dispositif de crise dans lequel il y a clairement deux phases. Il y a d'abord une phase de triage, puis ensuite une phase de suite de prise en charge post-triage. Et puis c'est vrai qu'on s'intéresse à un certain nombre d'indicateurs qui sont simples dans le triage. Dans le fond, d'où vient la personne, quel est son âge, quel est son sexe, est-ce qu'il y a de la famille, est-ce qu'elle est isolée, est-ce qu'il y a des langues parlées, comprises, etc. Puis ensuite on va dans ce qu'on appelle une approche syndromique, c'est-à-dire qu'on s'assure que la personne n'ait pas de fièvre, qu'il n'y ait pas de problème respiratoire, digestif ou cutané. Là, on essaye d'aller chercher notamment un certain nombre de maladies infectieuses contagieuses. Donc on essaye en l'espace de 15 minutes de faire un tri qui nous permet de dire « Ok, on va pouvoir continuer à la prendre en charge dans un deuxième temps ou est-ce qu'on envoie directement du côté des urgences ?» La population migrante arrive souvent avec des atteintes à la santé mentale. La situation dans le pays qui les a poussés à fuir et le parcours migratoire sont souvent à l'origine de troubles anxieux, de dépression ou de stress post-traumatique. À la polyclinique médicale universitaire, l'unité des populations vulnérables est confrontée quotidiennement à ce type de problématique. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur Belay, c'est juste? Ouais. Vous êtes en Suisse depuis combien de temps? Ça fait une année et 4 mois. Vous avez quel âge? 31. Puis en Érythrée, vous avez de la famille? Oui. Vous êtes marié? Oui. Des enfants? Oui. Et vous avez des nouvelles d'eux? Vous savez comment ça va au pays? J'ai pas de nouvelles d'eux, j'ai pas beaucoup concentré d'avoir de contact avec eux. Comme moi, j'étais pas bien, donc je concentrais seulement sur moi. Mais là, j'espère pour le futur, je vais. Le parcours migratoire de ce patient a laissé des traces. Les passages en Libye de la population érythréenne sont souvent empreints de torture. Vous avez des problèmes psychiques depuis que vous êtes en Suisse? C'est à cause de tous les trajets que j'ai faits, toutes les prisons, toutes les choses que j'ai vécues, en fait, ce qui m'a stressée, qui m'a déprimée. Mais là, il dit, dès que j'ai arrivé ici en Suisse, ça va, j'ai tout accepté, en fait. Donc. Au Libye, quand il était en prison, ils ont lui tapé en fait avec Kalachnikov en fait. Des douleurs ici? Oui, il y avait une forte douleur.
Quand le médecin s'entretient avec le requérant d'asile, un des éléments essentiels, c'est de comprendre ce parcours migratoire. Donc ça, c'est pour la santé mentale. Souvent, ce qui inquiète un peu la population générale, c'est les maladies infectieuses. Il y a tout un dispositif sanitaire qui permet de les prendre en charge très rapidement, de telle façon à ce que notamment il n'y a pas de problème de type contagion par la suite. Ceci étant, dans les lieux où vivent ces populations, ça peut être plus facile, disons, que la transmission se fasse d'une personne à l'autre. Et c'est là où on doit rester vigilant également, à savoir qu'est-ce qu'on fait comme soin au sein de ces personnes qui vivent très proches les unes des autres. Ces personnes, très souvent, présentent aussi des problèmes de type cardiaque, cardiovasculaire, trop de pression artérielle, trop de cholestérol, trop de poids, bref, les grands classiques des pays en voie de développement. Mohamed est arrivé en Suisse avec un diabète de type 2 et toute son histoire de vie. Les médecins vont d'abord stabiliser son état, ses médicaments, puis ils l'inciteront à s'alimenter en fonction de cette maladie et à prendre lui-même son taux de glycémie. L'idée est de le rendre autonome et vigilant, comme tous les patients atteints d'une maladie chronique. Nous autres soignants, médecins, infirmiers, infirmières, devons nous adapter de manière spécifique aux besoins particuliers de chacun de nos patients, indépendamment qu'ils soient migrants ou pas. Et dans ce sens-là, on a le même type d'approche pour nos patients migrants. Mais ensuite, on intègre le fait qu'ils viennent de certains pays où la prévalence ou l'existence de certaines maladies est plus importante par rapport à d'autres. Mais ça fait partie des connaissances, du bagage de connaissances que l'on doit avoir d'une façon générale, je dirais. Mais encore une fois, on s'adapte aux besoins spécifiques de chacun de nos patients, qu'ils soient migrants ou pas. Vous avez la fièvre, chaud? Oui, ça coule derrière? Ouais. Lors d'une consultation, le médecin fait face à une barrière des langues importante. Il travaille souvent avec des interprètes communautaires qui mettent le patient en confiance et lui permettent d'exprimer avec plus de détails ses douleurs ou ses problèmes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis combien de jours? 2, 3, plus? La doctoresse Laurence Kern reçoit aujourd'hui une patiente biélorusse qu'elle a déjà rencontrée. Pas de température. Mais la traductrice n'est pas là et elle ne répond pas au téléphone. Tout devient un peu plus compliqué. Bon, c'est bien. Échographie. Ah. Oui, oui, pour voir s'il n'y a pas un calcul. Like a stone in your... Bélarus. Oui, en Bélarussie, vous avez déjà fait. Oui, делала. Il y a longtemps? Ok, все хорошо, все good. Oui, c'était bien. Mais il y a un an, combien de temps avant? Combien? Une année avant? Ah. Cette dame-là, elle est là depuis un petit moment. Je sais qu'elle ne vient pas toutes les séances pour se plaindre de quelque chose. Quand elle vient, c'est qu'elle a vraiment... Il y a toujours une réelle douleur, en fait. Hein. Donc, parce qu'il y a des gens aussi ici qui viennent souvent pour dire qu'ils sont mal, mais en fait, on s'aperçoit que ces mêmes personnes, je pense à deux dames d'origine sri-lankaise qui venaient beaucoup en consultation au début, systématiquement. C'est compliqué de dire non. Mais il n'y avait pas de... Voilà, elles se plaignaient, mais il n'y avait pas de choses avérées. Et puis, depuis qu'elles sont intégrées ici à la cuisine, je me suis fait réflexion l'autre jour, je les ai croisées avec leur blouse de cuisinière, que je ne les vois plus. Donc ça veut dire qu'elles sont bien. Et que les plaintes qu'elles avaient, c'était des plaintes pour exprimer plutôt un malaise psychique qu'un malaise physique, quoi. Mais ça se traduisait comme ça. Il faudra qu'elle monte au bureau pour la donner. Par contre, oui, c'est ce papier-là. Le fait qu'il y ait le traducteur, je vois toujours que ça les met en confiance. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter, de redire ce qu'ils ressentent exactement. Donc on les sent tout de suite mieux, mais ça se voit, hein, ils se relâchent, hein, ils sont mieux tout de suite. Si elle peut respirer bien fort par la bouche, hein, voilà. Dans ce centre d'accueil de Saint-Gingolph en Valais, la consultation médicale se fait dans ce cabinet nouvellement installé. La doctoresse Kern vient 2 fois par semaine rencontrer les pensionnaires. Voilà, bien. 16. Le premier réflexe d'un médecin qui exerce
Or, ce contexte, c'est de se dire, ils viennent pour rien. Mais non, ils ne viennent pas pour rien. Enfin, je veux dire qu'ils ont besoin aussi de se poser, de trouver des repères, de prendre aussi des habitudes. On leur demande, par exemple, de s'autonomiser au fur et à mesure des mois ici. Donc, c'est pas évident pour eux non plus, arriver dans un pays étranger, de vivre en communauté. Ça a des aspects positifs, mais négatifs aussi. Il n'y a pas d'intimité ici. On trouve toujours des techniques pour s'expliquer avec des pictogrammes, pour que les gens nous comprennent. Donc ils sont censés venir le matin, de 9h à 11h, pour demander des rendez-vous médicaux, pour s'adresser pour tout genre de questions. Amélie Roseran est assistante sociale dans ce centre. Elle nous fait visiter le lieu de vie de ces migrants qui restent ici quelques semaines ou quelques mois. Au minimum une fois par semaine, toutes les personnes domiciliées au centre doivent suivre les cours de français. Ici, on a un petit espace garderie, enfin on appelle ça un espace enfant parce que c'est pas un lieu de garde officiel, c'est des mamans qui sont en programme d'occupation. Je sais pas si je peux vous montrer peut-être une chambre. Hello! Ah, Marzieh, you have to go to Monte to prepare your glasses. Today or tomorrow? Tomorrow? Ici, on a une salle de classe pour les enfants en âge de scolarité obligatoire. Les résidents ici, les enfants, tout ça, ils sont occupés. Alors les enfants, ouais, ils sont obligés même d'être à l'école, ça c'est vraiment important. Et puis tous les autres, en fait, on a justement ce principe de programme d'occupation où c'est vraiment important pour nous de les occuper. Et donc, on a des femmes, même des hommes qui travaillent en nettoyage. On a un programme d'occupation cuisine, programme d'occupation service de table. Voilà, donc là, vous êtes en plein programme d'occupation. Ils sont en train de refaire tout le toit. Le plafond était ancien. Donc, on va passer par là après. Et là, c'est vraiment la salle commune, le salon. Oui, ils peuvent passer du temps ensemble, jouer, regarder la télé. Anna, tu viens après au bureau pour les étiquettes. Oui, d'accord. Elle est là, maman? Zainab, ça c'est docteur tomorrow. Not here, à Monte. À Monte avec Zakia. Ok? 14h51 et Zakia, elle vient dans le train. C'est bon? Ok. Le centre d'accueil collectif est souvent une porte d'entrée de la Suisse. C'est ici que les pensionnaires reçoivent les informations nécessaires à leur intégration et la prévention est au cœur de leur travail. Nous, on axe vraiment tout ce qui est prévention sur la santé sexuelle, sur la contraception, sur les mutilations des petites filles, des choses comme ça. On organise régulièrement des séances de prévention avec le centre CIP. Donc ça, c'est spécifiquement pour les femmes. On a justement les préventions SIDA avec notre veilleur de nuit qui est aussi un collaborateur de Antenne SIDA, qui lui s'occupe spécialement des hommes. Donc ponctuellement, il organise ses séances ici à l'intérieur du foyer. On met à disposition tous les jours des préservatifs pour ceux qui en ont besoin. Enfin, voilà. C'est vraiment important d'être un centre aussi d'information. Voilà, alors on essaye un maximum sans être intrusif ou sans, je dirais, obliger les gens à aller faire des tests SIDA, des choses comme ça. On leur donne l'information, qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'on peut faire un test, à qui est-ce qu'on s'adresse en cas de problème de santé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la mise à niveau des vaccinations déjà. Il y a la prévention des risques. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont inactifs ici, donc qui fument, qui dorment peut-être peu. Je trouve intéressant aussi de parler de ça. Il y a des gens qui arrivent ici avec des maladies métaboliques, qui ont de la tension, du diabète, comme tout un chacun dans la population, qu'il faut suivre et puis chez qui il faut éviter les effets néfastes de la maladie à court terme, moyen et long terme. Voilà, c'est le... Il y a beaucoup d'informations à donner. Il y a beaucoup d'informations à donner, mais le temps d'une consultation est toujours trop bref
pour la donner. Donc on fait après, ou on donne des papiers après. Par exemple, pour les gens diabétiques ici, moi je travaille avec le cuisinier, je lui demande pour certaines personnes de faire attention au niveau de l'alimentation. On peut travailler aussi avec des gens qui ont des pathologies articulaires, puis c'est des gens qui ont beaucoup marché, qui arrivent ici. Donc l'examen de leurs pieds, il permet de voir, on n'a pas besoin de leur poser de questions, on voit les kilomètres faits, quoi. Ils se sentent dans l'aspect physique du pied. La migration forcée laisse des traces, le fait de devoir quitter son pays pour sa sécurité et de devoir marcher ou prendre des risques considérables pour rejoindre un autre pays. En 2015, 3000 personnes ont perdu la vie dans la mer Méditerranée. Des chiffres qui donnent le tournis, spécialement à Iouet. Mais nous, on a vu la misère, la mort, puis là, c'est la belle vie, et puis là, la mort. Et là, il ne faut pas que j'oublie, je dois vivre, mais il y a des choses qui s'est passées derrière moi qui n'étaient pas agréables, vous voyez. Pour moi, c'est une souvenir qui était vraiment, présent. Voilà. Alors là, je vois là, et puis je continue là, je dois être trop positive. Et ouais, tu continues, tu as vu la misère, mais ici, tu as la belle vie, tu peux être fatigué. À part la fatigue, j'ai rien. Iouet n'est pas du genre à se plaindre pour un rien. Elle sait d'où elle vient, elle croque sa nouvelle vie avec un sentiment de liberté intense. Elle est arrivée en Suisse il y a 12 ans, depuis l'Érythrée. Normalement, le service militaire en Érythrée, c'est pour 18 mois. Mais là, depuis 1997, ça finit jamais parce qu'on a eu le conflit avec l'Éthiopie. Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui va au service militaire, c'est voilà, et il reste là, mais on ne sait pas quand ça finit. Nous, on était traités comme les animaux, la première chose. Le deuxième, c'était aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on va y aller. En 1999, le gouvernement a décidé de placer Iouet au service militaire sans savoir pour combien de temps. Elle rêve pourtant de poursuivre ses études. Elle quitte le pays à 19 ans sans rien dire à ses parents. Elle entame alors un parcours migratoire difficile. En 2006, elle reçoit le permis B de réfugiée politique. Depuis, elle travaille et elle poursuit des études. Vous n'avez jamais revu votre mère, votre père? Non. Voilà. Ouais. Bientôt peut-être. Le parcours migratoire, c'est trop difficile. Donc on va psychologiquement, mais nous, on est très croyantes. Dieu est toujours là. Alors, si on croit en quelque chose, je crois que ça nous aide. Alors, c'est pour ça que... Ouais. Vous avez eu besoin d'aide, d'un suivi psychologique? Non, rien. Juste, j'avais des émotions qui montent et qui descendent. Mais voilà, comme des vagues. Mais il faut vivre avec. Mais voilà, juste de la période de première année jusqu'à 7-8 ans, quand même, ça... Oui, mais après... ça allait. Il y a des enfants. Oui, je suis trop occupée, mais des fois, on pense à ça, voilà. Durant son intégration en Suisse, Iouet a été surprise par les démarches administratives en lien avec la santé. Comme elle, plusieurs migrants doivent être accompagnés dans ce nouveau fonctionnement. Elle a su s'entourer, poser des questions, s'intéresser et apprendre. Elle est désormais mariée avec un Érythréen et ses 2 enfants lui offrent une nouvelle bouffée d'air. Je suis érythréenne et puis j'aimerais bien voir ma terre. Oui, parce que c'est mes rêves. Parce que notre pays, c'est notre pays. Même si on est en Suisse, on n'est pas suisse. De sang, si je veux dire. Notre racine, c'est en Afrique, on est érythréen. On est là maintenant, nous allons aller notre pays et puis on verra pour l'avenir. Iouet est pleine de vie et de courage et malgré une intégration bien réussie et une colère face à son pays d'origine, elle reste attachée à l'Érythrée, à sa culture et à ses croyances. Ce sont ce type de déterminants personnels qui font partie intégrante de la prise en charge de la santé. Patrick Bodenman participe à la formation des médecins généralistes et des médecins de premier recours. Il place les compétences cliniques transculturelles au cœur de la formation. On est clairement face à une consultation qui est de plus en plus bigarrée, de plus en plus diversifiée, que ce soit de par le pays d'origine, mais aussi la race, l'ethnie, l'appartenance religieuse, l'appartenance à différentes minorités sexuelles, bref. Donc,
Je pense qu'effectivement, à la faveur de courants migratoires extrêmement spectaculaires au cours des derniers mois, mais qui étaient dans le fond déjà endémiques de longue date, il est de notre responsabilité effectivement d'être bien préparé à recevoir cette diversité et dans le fond à s'adapter à un certain nombre de besoins spécifiques dans la perspective de soins toujours équitables. La réponse médicale à ce flux migratoire est une réponse généraliste, rapide, adaptée aux besoins très différents d'une personne à l'autre, en tenant compte de la pauvreté, des aspects socio-culturels, de la religion, des conditions de migration. Il faut aussi considérer que la santé est globale, elle ne concerne pas uniquement le corps, l'esprit, mais également l'école, le travail, les conditions de logement et de vie.